On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, le néo-démocrate Tariq Brahimi. Vous savez que maintenant, les élections sont à date fixe du côté d'Ottawa, d'autant qu'on a un gouvernement conservateur majoritaire. Donc, les prochaines élections sont prévues pour le 19 octobre 2015. Pendant ce temps-là, le gouvernement majoritaire conservateur transforme le pays un peu selon l'idéologie du premier ministre. Il y a le Parti libéral du Canada qui a changé de chef, Justin Trudeau. Il y a le Bloc québécois aussi qui va devoir changer de chef. Et il y a le NPD qui exerce sa fonction d'opposition officielle. Il y a aussi des dossiers régionaux, collège militaire, garnison, les douanes. Bref, il y a différents dossiers qu'on va aborder avec le député de Saint-Jean, Tariq Brahimi. Mais d'abord, il faut parler de la Journée internationale des femmes. C'est toujours le 8 mars, mais évidemment, ici dans la région, on va célébrer l'événement selon la journée qui convient. Donc, le dimanche 9 mars, 14 h, au Centre culturel Ferdinand Charest, le cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean. Ça va être évidemment la célébration. Et on va aussi déterminer la personnalité féminine de l'année dans le Haut-Richelieu, de même que des bourses pour les jeunes femmes qui, bien sûr, ressortent du lot dans le monde scientifique. Bref, on fait le tour de la question avec Mme Marcotte du Centre de femmes. Journée internationale des femmes. Cette année, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est célébré le dimanche 9 mars à 14 h au cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean. Avec nous pour en parler, Mme Pierrette Marcotte. Bonsoir et bienvenue. Merci de l'accueil. C'est un rassemblement important pour le Centre, pour votre organisation, vos bénévoles, les gens qui fréquentent vos services et aussi pour les femmes de la région. Pour la population, bien oui, c'est notre rendez-vous annuel, en fait, pour souligner la Journée internationale des femmes. Alors, on va avoir notre traditionnel événement où on va dévoiler, en fait, les lauréates du concours Personnalité féminine 2014 et aussi de la bourse Carrie-Derek qui est octroyée depuis maintenant 3 ans par notre députée d'Iberville, Marie Bouillet. Donc, et c'est une bourse qui est dédiée pour des jeunes femmes? En fait, des femmes ou des étudiantes dans le domaine de la science, mais aussi des femmes professionnelles qui œuvrent dans le milieu de la science. En fait, c'est une bourse de mérite et cette bourse-là a été bonifiée cette année à 2 000 $. Donc, c'est quand même assez important. Et c'est l'occasion, justement, de mettre en lumière le travail des femmes dans des endroits qui ne sont pas nécessairement traditionnellement féminins, de les mettre en valeur, en fait, leur contribution aussi au développement de la communauté. Bon, ça fait quand même plusieurs années que le Centre tient une journée, là, en quelque part près du 8. Là, des fois, c'est le 7, le 8 ou le 9 mars, là, tout dépendamment des journées. Mais ça fait plusieurs années que ça existe. Oui. En fait, le Centre existe depuis 30 ans. Moi, ça fait 10 ans que j'y travaille. Ça fait 10 ans qu'on le fait de façon religieusement, traditionnellement, à tous les années. C'est notre rendez-vous annuel, oui. Est-ce qu'on a toujours eu également... je sais que la bourse, là, ça fait quelques années que ça existe, mais dans le cas de la personnalité féminine de l'année, ça, c'est quelque chose qui s'est ajouté en cours de route. Les personnalités féminines de l'année, en fait, ça a été depuis, je pense, 2003 où on a structuré ça et ouvert ça à la communauté. Avant ça, disons que c'était un événement entre nous, les organismes communautaires, où on voulait souligner l'œuvre d'une femme parmi la communauté. Puis on a décidé à un moment donné d'ouvrir ça aux citoyens, en fait, pour qu'ils puissent déposer des candidatures, en fait, pour diversifier aussi les personnes, là, puis qu'on fasse un plus grand éventail de la démonstration de ce qui se fait, de ce que les femmes font ici dans notre MRC, en fait. Quand on s'était vu l'automne dernier, évidemment, on incitait les gens à déposer des candidatures. Donc, est-ce que les candidatures ont été abondantes cette année? Bien, on a une bonne récolte. En fait, on a trois candidates pour le titre personnalité féminine. Puis, elles sont assez diversifiées. Puis, on en a 6 aussi au niveau de la bourse Carrie-Derek. Je peux vous les nommer? Oui, tout à fait. Allons-y d'abord avec les femmes qui sont en nomination donc pour la personnalité féminine de l'année. Donc, on a Mme Marie Godet qui, en fait, est assez reconnue dans la région parce qu'elle était une première femme un peu partout où elle a passé. Dans le monde des affaires. Tout à fait. En fait, c'est la première femme chef mentor à la cellule de mentorat ici d'entrepreneuriat dans le Haut-Richelieu. Elle a aussi été première femme présidente de l'Association des restaurateurs du Québec. Aussi première à être membre du conseil d'administration de Tourisme Canada et du Québec. Donc, elle a été, en fait... une ouvreuse de porte. Une ouvreuse de porte. Ouais. Et c'est une femme passionnée, en fait, par le mentorat. Elle a entrepris aussi d'éveiller les femmes à s'y investir davantage à titre de mentor. Et donc, c'est une des candidates.
L'autre candidate, c'est Mme Nancy Gilbert aussi, qui est assez bien connue dans notre région parce que, d'une part, elle est aussi entrepreneur. Hein, elle est propriétaire de Oxybec Médical depuis maintenant 17 ans et elle a une très grande implication sociale, notamment auprès des organismes qui s'occupent des femmes en difficulté. Elle est présentement présidente de Jeunes Mères en Action. Puis, elle s'est impliquée aussi à d'autres niveaux, au niveau du réseau des femmes d'action du Richelieu, donc une implication citoyenne. Elle est impliquée aussi dans le relais pour la vie. Relais pour la vie, tout à fait. Capitaine d'équipe. Tout à fait. Une femme très, très active et qui, en fait, qui est très généreuse de son temps, malgré le fait qu'elle est très occupée aussi à titre d'entrepreneur. C'est une amateur de course. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Et la troisième, en fait, c'est une agricultrice de la nouvelle génération. En fait, c'est Mme Annie Roussel, qui est en fait propriétaire de la ferme Cadet-Roussel, qui est la première terre biologique protégée au Québec. Donc, en fait, elle se démarque par le fait qu'elle valorise beaucoup les femmes dans le milieu de l'agriculture. Essaie de leur faire voir que ça ne prend pas nécessairement des muscles pour y arriver. Donc, et puis, elle a aussi une approche assez particulière en gestion des ressources humaines aussi, qui fait en sorte que, bon, elle élimine toute discrimination dans ce domaine-là aussi, qui est reconnu comme traditionnellement masculin. Puis, elle aussi est impliquée, c'est une femme aussi, que les femmes toutes ces femmes-là sont impliquées sur des instances décisionnelles. Cette dame-là est aussi impliquée, elle est présidente du conseil de l'Association de biodynamie du Québec. Et on l'a dit, championne de la conciliation travail, famille, implication sociale, malgré ses 60-70 heures semaine de travail, 7 jours sur 7 comme agricultrice. Donc, on a vraiment 3 femmes de très grande qualité qui ont été en nomination cette année. Bon. Qui sont maintenant les 6 finalistes pour la bourse? C'est tout aussi varié. On a en fait, on a 4 candidates qui sont étudiantes et 2 candidates qui œuvrent dans le milieu scientifique, toutes originaires de la région. On a Mme Catherine Allard, qui est présentement aux études de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke en mathématiques, et on dit d'elle qu'elle est des 3 meilleures étudiantes depuis les dernières 10 années à l'université dans ce programme. On a au niveau du cégep, on a une jeune candidate qui s'appelle Myriam Bélanger. C'est une jeune étudiante en technique de génie électronique qui est en sa 4e session au cégep. On a aussi Mme Josée Bonneville qui, elle, est de Saint-Sébastien. Elle travaille principalement, en fait, elle est conseillère en production maraîchère biologique à MAPAC, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis elle a fait aussi quand même des réalisations assez importantes très récemment, en 2013 en fait. Bon, le type de projet, c'est de la gestion optimale, de la gestion de l'eau, irrigation des fermes maraîchères. Elle a aussi fait une vitrine sur la production du maïs sucré sans pesticides. Donc, elle est dans le domaine aussi de l'agriculture biologique, en fait. Une autre candidate qui est aussi originaire de Saint-Jean, mais qui est présentement ingénieure junior chez LDV Consultant à Chambly, c'est Mme Catherine Gauthier. Alors, Mme Gauthier, elle s'est démarquée, en fait, lorsqu'elle était étudiante aussi. Elle a conçu et fabriqué un véhicule submersible commandé à distance. Destiné à mesurer la température au fond de mines submergées, afin d'en mesurer le potentiel géothermique. C'est quand même quelque chose. Hein? Mais ce qui est particulier, elle est aussi très impliquée au niveau social. Elle offre en fait des ateliers de vulgarisation auprès du primaire pour promouvoir les sciences. Donc, elle donne en fait certaines de ces formations-là, en fait ces ateliers-là à Marieville présentement. La 5e candidate, c'est Audrey Letendre-Grégoire. C'est une jeune femme qui, en fait, est inscrite en technique de soins infirmiers au cégep. Et on dit qu'elle s'est démarquée spécifiquement dans son stage en pédiatrie. Et la toute dernière, c'est Mme Sarah Lucier, qui est elle aussi étudiante au cégep, en fait, en sciences de la nature et techniques de gestion d'exploitation d'entreprises agricoles. Et cette jeune femme veut poursuivre ses études en agronomie et faire une maîtrise en biologie végétale. Donc, vous voyez que... C'est varié. C'est varié. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que le milieu agricole est assez présent, ce qui nous fait beaucoup plaisir. Bon. De quelle façon fonctionnent le ou les jurys
pour personnalité féminine de l'année, de même que la bourse? Bon, on a 2 jurys différents pour ce. Donc, c'est certain qu'il y a l'étude des dossiers, en fait, avec des critères qui sont précisés, notamment, en fait, l'implication sociale de chacune de ces personnes-là. Pour nous, c'est très important. Et le fait comment la démonstration que les dossiers font, de comment elles se démarquent aussi auprès de la communauté, les impacts qu'elles ont eus auprès de la communauté avec leurs initiatives. Donc, les jurys, en fait, ils ont un critère, ils se rendent compte, ils notent chacun des dossiers et celle que la marque la plus haute va avoir le titre et la bourse. Bon. Donc, les récipiendaires de ces 2 concours, si on peut les appeler comme ça, seront dévoilés le dimanche 9 mars, 14 h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Qu'est-ce qui va se passer durant cette activité-là, à proprement dit? Bien, en fait, normalement, on en profite aussi pour valoriser des artistes de la région. Donc, cette année, le thème, c'est l'égalité et la parité, c'est notre tasse de thé. Alors, nos animatrices en cuisine collective préparent un salon de thé pour l'occasion. Et on va avoir un lancement. On a un atelier d'écriture libre au Centre de femmes et les femmes ont fait un magnifique projet de publication et elles vont faire le lancement à cette occasion-là. On va aussi accueillir le théâtre musical du Haut-Richelieu qui va venir faire un showcase de leur production Montréal, Demain matin, Montréal matin, qui sera produite ici Et aussi, on aura une ouverture d'un quatuor de jazz, les Voisines, qui sont des artistes aussi de la région. Donc, on met en valeur, en fait, ces femmes qui s'impliquent aussi au niveau artistique. Donc, ça met un peu d'animation, un peu pour aussi, avant de faire le dévoilement de tout ça. Donc, c'est un grand happening. Oui. Plusieurs centaines de personnes attendues. Les hommes sont les bienvenus? C'est ouvert à tous et à toutes, même aux enfants. Donc, oui, c'est une activité là, ouverte grand public, oui. Bon. Et le centre, pendant ce temps-là, lui poursuit ses activités avec multiples ateliers. Oui, nos programmes, voilà. Etc. Oui, donc, les gens peuvent toujours se renseigner sur le site Internet du centre. Vous avez l'adresse qui est affichée actuellement au bas de l'écran. Bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances et Merci on est beaucoup. bien curieux de voir qui seront les récipiendaires. Nous aussi. Et évidemment, on va se faire un point d'honneur de les recevoir ici dans les jours qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Tariq Brahmi. Parlons maintenant de politique fédérale avec le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Tariq Brahmi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Alors, comment se porte le député? Bien, ça va bien, il est toujours là, il est toujours en forme. Donc, et comment se porte le NPD? Bien, le NPD est toujours en mode de tenir le gouvernement, de regarder ce que fait le gouvernement, puis on est toujours en train de... On a notre chef Thomas Mulcair, là, qui est plus incisif que jamais, plus déterminé que jamais à contrôler ce que font les conservateurs, qui sont en train de modifier le pays là, depuis 2 ans d'une façon assez significative. Bon, en même temps, le contexte est tout de même particulier parce que, bon, le gouvernement est majoritaire, les élections sont maintenant à date fixe, vous avez quand même un bon contingent de députés à Ottawa comme opposition officielle, le Bloc québécois, bon d'ailleurs, qui a perdu son chef, le Parti libéral du Canada qui a changé de chef. Évidemment, pendant un certain temps, il y a toujours comme une petite lune de miel, donc le focus est tourné beaucoup vers le nouveau chef qui est Justin Trudeau. Bref, qu'est-ce qui se passe entre le moment de la précédente élection et de la prochaine? C'est quoi le contexte dans lequel vous devez travailler en ce moment? Mais comme je vous disais, c'est un contexte où le gouvernement conservateur est en train de modifier profondément ce qu'est le Canada. Puis on le voit récemment, le plus récent exemple, c'est la réforme, ce qu'ils appellent la réforme démocratique. Donc, c'est la façon dont Élections Canada va être
pouvoir gérer les élections. Le fait, par exemple, qu'ils vont retirer des dépenses électorales, les appels téléphoniques. Il y a un certain nombre de pertes de pouvoir de la part d'Élections Canada. Ça, ce sont des modifications de fond de la démocratie canadienne. On l'a vu récemment aussi, il y a la question de Post Canada qui est en train d'être dilapidée. On est en train de couler Post Canada probablement pour le mettre en vente dans le marché privé. Donc, il y avait un rapport qui a été gardé secret un certain temps qui disait que Post Canada pouvait, avec les services financiers, regagner sa bonne santé. Et ce rapport a été ignoré, a été caché, parce que le but des conservateurs, c'est de couler Post Canada pour pouvoir probablement le mettre en vente. Il y a des entreprises comme Via Rail qui vont probablement être menacées dans l'avenir. Donc c'est toute une série de questions qui font ce qu'est le Canada aujourd'hui, que les conservateurs sont en train de modifier. Et ça, c'est grave. Bon, la guerre électorale, dans le fond, surtout au Québec, elle risque principalement de se jouer entre le NPD, qui est maintenant établi, avec un chef qui vient du Québec, et le Parti libéral du Canada, qui a un nouveau chef qui est aussi issu du Québec et tout ça, un petit vent de fraîcheur qui est arrivé. Le Bloc québécois est en reconstruction. Évidemment, au Québec, si on n'est pas conservateur, on est soit libéral ou NPD. La lutte électorale risque de se jouer principalement entre le NPD et le Parti libéral. Comment allez-vous réussir à tirer votre épingle du jeu le moment venu? Bien, je pense qu'au dernier moment, les électeurs vont regarder l'historique des partis. Le Parti libéral a un historique en termes de corruption. On parle des scandales des commandites, mais c'est tout un tas c'est une série aussi de faits qui ne sont pas contestables. On l'a vu avec les sénateurs actuellement. On a vu que le chef du Parti libéral s'est défait de ces sénateurs qui, eux, ne veulent pas se défaire du Parti libéral. Manifestement, ils ne sont pas très contents d'être démis de leur lien qu'ils ont avec le Parti libéral. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'au dernier moment, pendant la campagne, que les électeurs vont faire leur choix. Et on ne peut pas présumer du choix qu'ils vont faire parce que vous avez vu en 2011, vous vous souvenez de l'entrevue que vous m'avez faite, les questions que vous m'aviez posées fin de l'année 2010, début 2011, en me disant c'est pas un peu plate de se présenter pour le NPD. Et puis je vous avais dit, moi je ne crois pas. La réponse que je vous avais faite à l'époque, c'était je ne crois pas parce que les gens vont quand même se souvenir de l'historique du Parti libéral. Est-ce qu'il existe quand même encore un risque aujourd'hui que le vote de centre et de centre-gauche se divise avec le NPD et les libéraux au profit... Ou le Bloc québécois. Ou du Bloc québécois, et au profit de la réélection d'un gouvernement conservateur, minoritaire ou majoritaire? Je pense qu'il ne faut pas enterrer le Bloc québécois. Le Bloc québécois, c'est un parti qui a été là pendant des années. Même si aujourd'hui, M. Paillé a eu des problèmes de santé, puis je lui souhaite tout le bien possible au niveau de la santé. Mais les électeurs sont toujours là. Ouais. Et vous le savez, l'avenir du Bloc québécois est très lié au Parti québécois. Et il y a des élections qui s'en viennent dans un mois. Ouais. Donc, on ne peut pas présumer du résultat qui va être au niveau provincial et la conséquence que ça va avoir sur le Bloc québécois et donc sur le vote des électeurs traditionnels du Bloc québécois. Donc, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. L'échéance électorale au fédéral, c'est quoi? C'est novembre 2015? Le 19 novembre. Pardon, excusez, le 19 octobre. 19 octobre 2015. C'est ça. On le sait déjà. Oui, on le sait déjà. C'est bien de le savoir à l'avance? Bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus démocratique. Je veux dire, il y a énormément de pays qui ont des votes à date fixe. Et que ce soit les États-Unis ou en Europe, et c'est beaucoup plus démocratique parce que ça évite que les gouvernements manipulent les dates des élections en fonction des résultats des sondages. Beaucoup de citoyens du comté fédéral de Saint-Jean sont des utilisateurs du pont Champlain, qui est un pont fédéral où le gouvernement fédéral veut imposer un payage. Alors que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec disent, écoutez, ce n'est pas une nouvelle infrastructure, c'est une infrastructure qu'on a mal entretenue et qu'on doit remplacer.
Et le danger, c'est que si on met un péage ici, bien, les gens vont peut-être faire le tour puis aller utiliser les autres infrastructures. Bref, quelle est la position du NPD à l'égard du pont Champlain? La position, c'est la même que pendant la campagne de 2011, c'est-à-dire qu'on veut un remplacement du pont Champlain rapide, ce que le ministre Lebel n'a pas annoncé et n'avait pas annoncé en 2011 et n'a pas annoncé depuis. Et surtout, on est contre le péage parce que si on met un péage sur un pont, comme vous l'avez dit, qui n'est pas, contrairement à ce que le ministre Lebel a écrit dans le budget, qui n'est pas un des ponts les plus achalandés au Canada, c'est le pont le plus achalandé au Canada. Donc là, il y a une manipulation aussi de l'information de la part du ministre et dans le budget conservateur. C'est le pont le plus achalandé au Canada. Si on met un péage sur ce pont-là, comme vous l'avez dit, on est obligé de mettre un péage sur tous les ponts de l'île, et ce qui est complètement à l'inverse du bon sens en termes économiques, parce qu'on sait que c'est un pont aussi par lequel transite beaucoup de l'économie de Montréal. Donc c'est non seulement l'économie de Montréal, mais nos citoyens ici à Saint-Jean. Et si je ne me trompe pas, le Parti libéral de Justin Trudeau ne s'est pas encore branché sur ce dossier-là. Je ne sais pas. Pas officiellement, non, c'est ça. Je ne peux pas vous répondre. Ça peut changer. On sait que. Mais visiblement, il semble y avoir beaucoup de candidats en liste. Là, même ici, dans le comté de Saint-Jean, il va probablement y avoir une investiture. Donc, ça traduit quand même une certaine effervescence. Quels sont les enjeux ici dans le comté de Saint-Jean? Très souvent, quand on parle de la garnison, on parle du collège militaire, on parle également des douanes, on parle de la citoyenneté, de l'immigration. Bref, quels sont les enjeux actuellement dans le comté de Saint-Jean? Je peux vous faire une mise à jour concernant le collège militaire et justement le fait de ramener un cursus universitaire au-delà du collégial au collège de Saint-Jean. Actuellement, on attend un rapport sur les besoins en termes de formation des forces armées qui va être arrivé au printemps. En fonction de ça, des besoins opérationnels, c'est sûr qu'il y a des choix qui vont être faits où doivent être ces programmes-là. Est-ce qu'ils doivent être à Kingston uniquement ou certains peuvent être amenés à Saint-Jean? J'en ai parlé ce matin avec la colonelle Carignan, qui est la nouvelle commandante du Collège militaire royal de Saint-Jean, et elle m'a dit qu'elle attend ce rapport-là sur les besoins opérationnels, parce qu'on sait que les forces canadiennes ne sont plus en Afghanistan. Les derniers devraient partir d'ici quelques jours d'Afghanistan. Donc il y a une réorganisation des forces et on ne peut pas présupposer de quels vont être les besoins en formation. Pour ce qui est de la garnison maintenant? Ouais. Ben pour ce qui est de la garnison, pour l'instant, il n'y a pas de grande... On maintient les activités telles qu'elles sont en ce moment. Les informations qu'on a, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de modification en ce qui est la garnison de Saint-Jean. Mais il y a par contre ce qui nous affecte au niveau des industries, parce qu'on sait qu'on a quand même une industrie militaire, non pas militaire, mais plutôt de défense, de système de défense. Là, il y a 3,1 milliards sur le budget de la défense de 2014 qui ont été reportés sine die, donc c'est-à-dire on ne sait pas quand ils seront dépensés. Donc c'est parmi ces 3,1 milliards de dollars qui ne seront pas dépensés dans le budget 2014-2015 qui vient d'être annoncé. Et ça, c'est du manque à gagner pour nos industries, que ce soit Millquip, que ce soit Orlicon, enfin Rheinmetall maintenant. Ouais. Donc on a un certain nombre d'industries ici qui peut-être vont avoir des projets qui vont être retardés par rapport à ça. Bon, au niveau du passage à la frontière, et ce dans les deux sens, est-ce que vous avez parfois des plaintes de la part des citoyens? Est-ce que les relations sont relativement bonnes quand vient le temps de traverser aux États-Unis ou de revenir avec les douanes? Ici, sur le territoire de Saint-Jean, on n'a pas de douane en tant que telle, on n'a pas de poste de frontière, puisque les deux postes de frontière les plus proches sont dans Brome-Missisquoi et dans Beauharnois-Salaberry pour le poste sur la 15 de Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc il n'y a pas de poste dans notre circonscription, mais la plupart des problèmes sont plus vers Stansted au poste de péage de Stansted, pardon. C'est plutôt là qu'il y a des problèmes. Donc nous, dans notre circonscription, on n'est pas directement touché par les échanges frontaliers avec... Donc là, vous reprenez les travaux à quel moment à la Chambre des communes? On a déjà repris fin janvier, mais là, c'est simplement une semaine d'arrêt. Et la semaine prochaine, on reprend
les travaux. Et puis, justement, il y a le budget qui s'en vient avec des choses sur lesquelles on n'est vraiment pas d'accord. Et entre autres, un des aspects qui nous touche, nous, ici, c'est que le gouvernement fédéral n'a rien prévu pour les modifications en ce qui concerne la sécurité ferroviaire. Puis on sait que le nombre d'inspecteurs a diminué depuis des années. Et ce qu'on demandait, c'est d'augmenter le nombre d'inspecteurs pour pouvoir justement contrôler les compagnies comme MMA, qui sont des compagnies délinquantes, qui ont une feuille de route de délinquance qui est énorme depuis des années, et que depuis des années, on ne contrôle pas cette compagnie-là. On lui demande de faire elle-même ses contrôles. Et ça, c'est un abandon de la responsabilité du gouvernement fédéral pour des choses qui nous touchent directement ici à Saint-Jean. Il ne faut jamais oublier que le train qui a explosé à Mégantic, quelques heures auparavant, il était ici. Absolument. Absolument. C'est la même ligne. Monsieur Bramy, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. L'hiver n'est pas terminé. Il y aura probablement encore d'autres opérations de déneigement. Vous savez que le règlement a changé depuis l'an passé, donc il est permis de stationner la nuit dans la rue, à condition qu'il n'y a pas d'opération de déneigement. Il est de votre obligation de vous assurer qu'il n'y a pas d'opération. Il y a différentes façons d'obtenir de l'information, soit par téléphone, soit bien sûr par le site Internet de la Ville, Facebook, Twitter et les fameux SMS. Vous pouvez vous inscrire et recevoir des messages sur votre téléphone cellulaire. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. Vous avez la grille horaire de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu à l'écran en ce moment. On vous rappelle également qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont 2 000 $ pour la carte pleine. Il y a plus d'une trentaine de dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu et Rouville pour acheter vos livrets qui se vendent au coût de 8,50 $. Télévision du Richelieu, vous avez les coordonnées à l'écran pour me rejoindre directement par courriel, toujours plus facile. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées, entrevues en format YouTube. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com, bien sûr, c'est demain. Bye bye.